Et donc, dans cette conférence, je vais essayer de vous donner un aperçu de mon travail de thèse, notamment en vous présentant un outil théorique que j'y ai développé, l'oscillation ouvrante, et quelques applications et résultats qu'il rend possible pour l'interrogation des rapports contemporains entre corps et images. Aujourd'hui, le monde des images, j'entends par cela l'ensemble des images en circulation à une époque donnée, peuple le monde sensible, comme cela n'a jamais été le cas avant. Certains auteurs parlent même de prolifération aussi bien des images que des écrans. Ce peuplement paraît également très intime. Dans mon travail de thèse, j'ai remarqué que cette situation était telle qu'il se créait une confusion entre monde des images et monde sensible, et conséquemment entre corps représenté et corps sensible. Cette confusion semble donner l'impression que les capacités des images sont accessibles aux humains de chair, et même une présence charnelle semble être attribuée aux images. De même, la forte présence du monde des images paraît influencer la cognition humaine, notamment la réception, la perception et même la pensée. Ces quelques aspects, pris parmi d'autres, ont été interrogés dans ma recherche de thèse, et ce par le biais de l'art actuel. Plus précisément, j'ai questionné les potentialités de la vidéo artistique à interroger le rapport contemporain entre corps et image. Notons que le terme de vidéo artistique sera ici entendu au sens large, c'est-à-dire autant comme installation vidéo que dispositif de surveillance ou selon diverses autres formes médiatiques, télévisuelles, en réseau, journalistiques, etc. J'aimerais aussi noter que de nombreux exemples artistiques parsèment ma thèse, et dans cette communication qui s'adresse autant aux spécialistes qu'aux non-spécialistes, il m'a paru plus pertinent de m'attarder que sur des œuvres très connues qui sont incontournables dans la création vidéo. Par ailleurs, j'aimerais aussi préciser qu'une thèse d'art plastique est toujours orientée par la pratique artistique personnelle, et donc dans celle-ci, je n'ai pas visé l'exhaustivité de mon sujet, mais plutôt l'exploration de pistes qui ont été ébauchées dans ma production personnelle. Et enfin, concernant l'angle d'approche que j'ai adopté, il s'apparente aux sciences humaines par la thématique, puisque c'est le rapport d'influence réciproque entre corps et image, et aux arts par l'éclairage choisi, les créations artistiques. Ces dernières, comme je l'ai dit, principalement constituées de créations vidéo, ont permis de déployer une analyse très féconde grâce à une de leurs potentialités que j'ai dénommée l'oscillation ouvrante. Celle-ci a été mon principal outil d'exploration, autant des œuvres que de leur capacité à interroger le rapport corps-image. Et je la définis ainsi. L'oscillation renvoie au mouvement irrésolu entre deux ou plusieurs positions. Et sa caractéristique d'ouverture correspond à l'ouverture des possibles, de l'appréhension. Cette potentialité a été déclinée selon deux points de balancement principaux. Le premier, c'est l'oscillation entre image de corps et corps d'image dans la représentation du corps. À ce propos, il est important de souligner la nuance entre image de corps et corps d'image. Le syntagme image de corps renvoie au versant iconique de la représentation, tandis que corps d'image est plus ambigu. En effet, ce dernier sous-entend une certaine incarnation de l'image, un corps fait d'image. Il renverrait alors aux traces du référent au sein même de la représentation. Le deuxième point est l'oscillation entre la liaison et la déliaison du corps représenté avec son décor. Le premier point a plus spécifiquement servi à interroger les rapports entre corps sensible et représenté, et le deuxième entre corps et monde actuel. Ces deux points ont à leur tour été découpés en trois sous-ensembles. J'en ferai un survol partiel aujourd'hui, avec l'objectif, comme je l'ai dit, de montrer la fécondité heuristique de l'appréhension des productions vidéo comme oscillation ouvrante, notamment pour l'interrogation du rapport corps-image.
j'aimerais reprendre les divers éléments que je viens de vous présenter. Les rapports entre corps et image ont été explorés selon deux voies. Le rapport entre corps sensible et corps représenté et le rapport entre corps et monde actuel, monde qui est fait d'images et de sensibles. À partir de la première voie, du rapport entre corps sensible et corps représenté, excusez-moi, j'essaie de suivre. J'ai déployé, en utilisant l'oscillation entre image de corps et corps d'image, un certain nombre de résultats de développement d'interrogation. Là, je vais vous en faire état que de quelques-uns. Donc, les fantasmagories du corps et de son image, un rapport au corps représenté particulier et un rêve de rapport au corps. Le deuxième axe, le rapport entre corps et monde actuel, je l'ai interrogé par l'oscillation entre liaison et déliaison du corps représenté avec son décor. Et il m'a permis de développer, de déployer quelques questions sur les changements cognitifs. Cela m'amène donc au plan suivant pour aujourd'hui. Avec l'oscillation entre image de corps et corps d'image, je vais déployer deux sous-ensembles. Celui d'oscillation entre surface et épaisseur et entre sens et non-sens. Avec l'oscillation liaison-déliaison corps-décor, je vais déployer un deuxième sous-ensemble, mais j'y reviendrai par la suite parce que c'est une oscillation un peu particulière. Commençons donc par l'oscillation surface-épaisseur. L'une des œuvres emblématiques de l'art vidéo, Three Transitions, produite par l'artiste américain Peter Campus en 1976, est un très bon exemple de l'utilisation féconde de l'oscillation entre les caractéristiques de surface et d'épaisseur de la représentation humaine prise dans le médium vidéo. Je précise que ce médium est en effet plat et épais, c'est-à-dire que d'un côté il est composé d'une ou plusieurs surfaces, mais que simultanément il est une représentation très réaliste du vivant. Une impression très forte d'épaisseur s'en dégage alors. À partir de cela, on verra comment la manifestation du corps d'image liée à l'épaisseur de la représentation, s'affrontant avec la réduction du corps à une surface, simple image de corps, permet de développer certains rêves contemporains de corps et de rapport au corps. Voyons ce qu'il en est avec la vidéo de Peter Campus. Celle-ci est composée de 3 plans où l'image de l'artiste rencontre une autre image de lui-même par divers effets vidéographiques. Dans le premier plan que vous voyez ici, l'artiste effectue une action dos à la caméra. Au fil de celle-ci, on comprend qu'il est en train de découper une surface de la toile de fond. Cependant, conjointement, une entaille apparaît dans son image même et une main en sort. On se rend compte qu'elle appartient à Peter Campus quand il passe la tête dans la fente et ressurgit par celle-ci en contre-champ. Cette première transition s'appuie sur le mélange de 2 sources vidéo captées d'un côté et de l'autre de la surface de la toile. Le deuxième plan montre l'artiste de face. Il semble fixer un point hors champ, proche de l'objectif de la caméra. Sa main apparaît dans le cadre et il commence à se recouvrir d'une substance, laissant transparaître une deuxième image de lui-même. L'effet est obtenu par l'utilisation d'une peinture servant à l'incrustation vidéo. Le plus souvent bleue ou verte, elle est interprétée par le logiciel de rendu comme zone transparente de l'image. Se maquillant le visage de cette peinture d'invisibilité vidéo, l'artiste fait disparaître sa représentation pour laisser place à une autre. Le troisième plan montre le visage de l'artiste en amorce. Sa main tient une étrange feuille. Celle-ci semble être une feuille vidéo où il apparaît en gros plan. Après un temps, il approche une flamme et brûle le papier. Une double combustion a alors lieu, celle du papier et de l'image. De la même manière que pour le plan précédent, l'artiste s'est servi d'une peinture d'incrustation
Mais ici, la vidéo semble visuellement consubstantielle à la feuille. Elle est devenue le médium factice de l'image en mouvement. En s'appuyant sur le jeu entre surface et épaisseur de l'image vidéo, sans pour autant dénommer cela oscillation ouvrante, Philippe Dubois et Françoise Parfait ont abondamment commenté ces trois plans. Pour résumer leurs propos, ils analysent cette œuvre comme une déliaison entre le corps et sa représentation. Et cela est dû à la disjonction entre l'épaisseur et la surface de la vidéo. Les rêves de corps liés à ce phénomène sont alors multiples. Pour l'un, c'est un rêve de corps surface, un corps qui ne serait qu'une image. En d'autres termes, une représentation de corps où tout corps d'image a disparu et où l'image de corps, devenue autonome, a acquis une matière spécifique. Comme si une chair d'image advenait de la séparation d'avec le référent. Pour la deuxième auteure, qui s'appuie essentiellement sur le second plan que vous voyez ici, cette création montre le corps rêvé comme feuilleté et contingent, un assemblage en feuillet soumis aux aléas. Voici donc deux rêves de corps portés par l'oscillation entre la surface et l'épaisseur de la représentation. Un corps surface et un corps feuilleté. À ceci, on peut, en poursuivant l'observation de Three Transitions, ajouter l'idée d'un corps toile. Ce dernier est un corps surface au sens premier du terme, dans sa planéité, telle une sorte d'espace quasiment pictural, une surface de jeu se prêtant à toutes les défigurations. J'aimerais maintenant m'attarder sur l'œuvre Ocean Without a Shore de l'artiste américain Bill Viola, qui m'a semblé prolonger l'exploration entre surface et épaisseur et permettre d'ajouter un autre rêve de corps. Cette création a été présentée pour la première fois en 2007 à la 52e Biennale de Venise. L'installation se compose de 3 écrans plasma fixés verticalement sur 3 autels éclairés à cette occasion. Dans les écrans, des présences lointaines apparaissent en arrière-plan. Elles sont à ce moment-là peu discernables car en basse définition. Elles s'avancent ensuite lentement vers le premier plan. Dans leur progression, elles traversent un mur d'eau auparavant invisible et semblent alors se réveiller, émerger. Les présences, qui sont devenues des personnages, apparaissent à cet instant en très haute définition. Après un moment, ils font demi-tour et retraversent l'écran d'eau, ce qui les plonge à nouveau dans la basse définition. Arrêtons-nous sur le mur d'eau. Je vous montre une image qui montre bien ce passage. Celui-ci semble faire l'interface entre l'image de corps et le corps d'image, voire même métaphoriquement, entre un corps représenté et un corps de chair. En effet, dans la trajectoire des personnages, le public discerne d'abord des présences en basse définition s'approcher. Quand elles touchent la surface d'eau, frontière entre les deux mondes, le contact physique et l'effet vidéo de transformation de basse à haute définition semblent leur donner vie et carnation. Cette traversée semble même les extraire de leurs conditions de représentation. Pour résumer, devant le mur d'eau, règne de l'image haute définition actuelle, l'impression de chair et de présence des personnages est très forte. Derrière, la basse définition ôte l'impression de chair des corps représentés, les montrant comme factices. Ils n'ont plus beaucoup de présence, ils deviennent autant de silhouettes vidéo à peine reconnaissables. Alors, comme je l'ai dit, hormis les thèmes de la vie et de la mort, qui sont chers à cet artiste, ce travail semble interroger la frontière entre espace vidéo et espace d'exposition, plus précisément, la frontière entre corps représenté et corps sensible. Et même plus, dans cette création, les corps représentés semblent s'hybrider métaphoriquement. Ils semblent s'hybrider métaphoriquement au corps sensible.
Ce souhait semble aller assez loin puisque les personnages représentés s'incarnent puis se désincarnent. L'action paraît réversible. Et cette œuvre montrerait donc, entre autres, un souhait assez actuel de métamorphose du corps à l'envie. Aussi, à cette articulation particulière entre le corps et sa représentation, avec cette articulation, chaque homme pourrait choisir d'être plus ou moins une image et plus ou moins présent physiquement. C'est un rêve de corps hybride malléable. En poursuivant l'interrogation de la surface et de l'épaisseur dans d'autres vidéos, la série des rêves de corps que j'ai pu mettre à jour s'est étendue et précisée. Pour résumer, le corps a aussi bien été rêvé comme toile que ardoise magique, en ajoutant à la notion de toile la possibilité de réversibilité. Il a aussi été rêvé corps-surface, avec les déclinaisons spatiales de corps-membrane, corps immobile et fondu, ou même corps liquide, c'est-à-dire protéiforme, mais aussi sac, mou. Il a aussi été rêvé corps feuilleté, un corps réduit en tranches observables, objectivées, sondables, peut-être vides, et encore corps hybride. Le corps se situant entre le sensible et l'image, et où le passage de l'un à l'autre semble possible. Enfin, le corps représenté a été appréhendé en tant qu'entité autonome. Cela a été développé par Edmond Couchot. Celle-ci serait une représentation humaine dotée d'une intelligence dite artificielle. Le récepteur interagirait alors avec de nouvelles formes de vie que j'ai intitulées des vies plates. Alors, ces dernières incarneraient plutôt un rapport souhaité qu'un rêve de corps. Ce serait un rapport avec des quasi-altérités, avec des entités moins indépendantes et donc aussi plus rassurantes que des sujets à l'altérité radicale, qui permettraient par ailleurs une relation plus satisfaisante qu'avec de simples représentations humaines. Ce serait donc une relation entre l'intersubjectivité et la relation sujet-objet. Je vais maintenant déployer une autre oscillation entre image de corps et corps d'image, celle entre sens et non-sens, ou plus précisément, entre fonction de personnage et absence de fonction ou élan sans but. On verra par la suite comment cela met en jeu le corps d'image et l'image de corps. Quoi qu'il en soit, ce sous-ensemble a permis de déployer un certain nombre d'autres pistes. L'une d'entre elles m'a paru assez étonnante en regard du rêve d'être une image. En effet, j'ai remarqué que la figure de la chute, très présente dans les créations contemporaines, et ce bien au-delà du seul médium vidéo, laissait présager d'un rapport ambivalent à la représentation humaine. Comme si l'homme contemporain ne croyait plus en la présence du corps d'image dans la représentation. Les vidéos de Peter Land plutôt à mon avis, puisqu'il est danois, sont assez emblématiques de cette situation. Dans son travail, la chute du corps y est une figure récurrente. Par exemple, l'installation vidéo de Staircase, datant de 1998, représente dans un de ses éléments un personnage chutant indéfiniment dans un escalier. Quand on regarde ce travail, l'impression ressentie oscille entre la tristesse et l'amusement. C'est en même temps tragique et comique, ce qui semble bien traduire le rapport ambivalent actuel aux représentations de corps. Cependant, normalement c'est en boucle, je vous la remets une fois, il faut que ce soit sans fin. Pour Paul Ardenne, cependant, la chute d'un corps signifie uniquement la perte de croyance dans la représentation humaine. Je le cite. Le corps réel manque parce que le corps n'est plus tapi dans l'image, mais la déserte obstinément. Fin de citation. Certes, la chute d'un corps représenté relève d'une perte de croyance, mais la représentation de sa pesanteur me paraît également
redonner un poids sensible à son image. En effet, quand le corps représenté choit, le corps d'image semble remis en question. Cependant, dans un même mouvement, le contact avec le sol rappelle la chair, la pesanteur, et donc le corps d'image. Autrement dit, par cela, le corps d'image est simultanément rappelé et rejeté. Pour résumer, la chute éternellement recommencée, par la chute éternellement recommencée, l'art vidéo met en scène un rapport ambivalent à la représentation humaine. D'un côté, l'homme ne croit plus à la représentation humaine. Selon lui, il n'y a plus de corps d'image. Cependant, de l'autre, il tente de l'y réinjecter. Peut-être même que cette situation ambiguë l'arrange, puisqu'il pourrait se rêver entre le corps et l'image, demi-corps, demi-image, et ainsi avoir la pesanteur d'un corps sensible, sans sa douleur. Enfin, la figure de la chute chez Peter Land semble même permettre de déployer une interrogation plus fine du rapport corps-image en faisant éprouver la schise entre le sensible et l'image. Avec ces deux brefs développements, j'ai montré quelques potentialités de l'oscillation dans la vidéo à interroger le rapport entre corps sensible et corps représenté. J'aimerais maintenant m'attarder sur l'interrogation du rapport entre corps sensible et le monde actuel. Plus précisément, sur l'influence possible du monde des images sur le système cognitif, comme par exemple la réception, la perception, même la pensée. Cette situation sera interrogée par l'oscillation portée par le compositing. C'est une forme d'assemblage vidéo. Avant d'explorer les potentialités de la composition vidéo, je vais m'attarder sur sa définition, purement technique. D'un point de vue technique, c'est un assemblage de plusieurs éléments audiovisuels en un seul. Pour mieux comprendre cela et se rendre compte de la banalité actuelle d'une telle pratique, je vais prendre un exemple du côté du cinéma commercial. Sur le site d'un studio d'effets spéciaux hollywoodien, Stargate Studio, la technique qui est montrée est décomposée. On voit d'abord une foule et derrière un écran vert. Puis, on voit petit à petit des images qui se rajoutent, des éléments comme de la fumée, un autre bateau, un hélicoptère, etc. pour arriver à une image finale avec beaucoup plus d'éléments que l'image de départ. Et je voudrais souligner que cet exemple n'est vraiment pas isolé, que la majorité des films actuels possèdent de nombreux plans composés comme ceci. Peut-être même la grosse majorité. Je vais maintenant m'attarder sur les aspects articulatoires de ce procédé technique. Je dégage deux principaux aspects. L'agencement horizontal des plans, ou agencement en surface, et l'agencement vertical des plans, ou étagement. Autrement dit, j'ai appelé ça mosaïquer et intégrer. Le premier terme, je l'ai tiré d'une description offerte par Pascal Krajewski. Je le cite. « Les techniques du cinéma, avec leur fond vert, ont forgé notre perception du réel. L'infographie a poursuivi notre nouvelle éducation visuelle en fonctionnant à partir de calques. Une image numérique est aujourd'hui un feuilletage transparent et sans aucune épaisseur d'un nombre incalculable de calques. L'image n'est pas décomposée de la sorte, elle est composée ainsi. L'image générale n'est qu'une mosaïque de formes en un certain ordre agencé. » Fin de la citation. Intéressons-nous maintenant au deuxième aspect de la composition vidéo, son caractère intégratif. En effet, elle aurait également une propension à tout rassembler, à tout contenir. Et c'est Françoise Parfait qui utilise le terme d'image intégrée pour décrire la composition vidéo. Je la cite. On ne peut plus parler de plan, mais de tableau de bord, ou d'image intégrée, comme on parle de cuisine intégrée, où tout est là, à disposition, superposé, encastré, rangé, dans une surface fermée sur elle-même, puisque tout y est. Fin de la citation.
La composition vidéo semble donc tout autant proposer une image morcelée qu'être une tentative d'intégration totale. Pour le redire, avec Philippe Dubois, elle est potentiellement totalisante autant que éclatée et multiple. Examinons maintenant l'œuvre Grosse Fatigue de Camille Henrot à la lumière de cette oscillation. Je note au passage que cette œuvre est en ce moment au MAC ici. Pour l'artiste française, sa vidéo propose au public de faire, je la cite, une expérience de la densité en soi. Fin de la citation. Je rapprocherai cette expérience de la dimension intégrative de la composition. Cette réalisation, dont vous voyez un extrait ici, dure 13 minutes. Elle fait le pari risqué de tout décrire, de la naissance du monde à la mort, en faisant autant appel à la tradition mythologique, plutôt orale, qu'à la tradition scientifique occidentale, plutôt écrite, qui classe et accumule. Visuellement, c'est une captation remontée d'une navigation à travers un écran d'ordinateur sur lequel une multitude de fenêtres s'ouvrent, se ferment, s'empilent. Cette multitude alterne avec des vidéos occupant la totalité de l'image. Cette œuvre comporte autant des plans filmés par l'artiste, où ses mains apparaissent dessinant des cercles au pastel, lançant des billes ou feuilletant des livres, que des séquences de divers animaux, tortues, pingouins, etc., trouvés dans des bases de données, que des captations de l'artiste montrant des animaux naturalisés dans un muséum. Cette vidéo paraît particulièrement intéressante à explorer, car elle est une composition à plusieurs niveaux. Au niveau du thème, à propos duquel l'artiste raconte, je la cite, « faire une synthèse de choses insynthétisables, c'est aussi le projet de mon film ». Walter Benjamin parle de « délire de groupement » pour cette obsession de vouloir tout synthétiser. C'est un peu l'arche de Noé. Fin de la citation. La composition se retrouve également dans l'agencement qui est autant intégratif que morcelé. Et on la trouve aussi dans la connotation des éléments plastiques entourant les images. Les cadres des fenêtres, le bureau, font signe vers l'interface de l'ordinateur de marque Apple. De plus, le bureau, composé d'une multitude de fenêtres, me semble être lui-même une composition audiovisuelle. Par ces trois niveaux, le sujet, l'agencement et la forme, cette vidéo apparaît être une composition qui traite précisément de la composition. Que permet-elle alors de mettre en lumière et de détourner ? Pour le rédacteur du Journal des Arts, Alain Quemin, cette œuvre, je le cite, met en scène le rapport contemporain au savoir et à la culture via Internet. Fin de la citation. Camille Henrot en précise l'effet sur la perception et propose une solution. Je la cite encore. Le contact avec les nouvelles technologies fragmente de plus en plus nos perceptions et rend donc nécessaire une approche combinatoire. Fin de la citation. Donc ce travail permet de développer une interrogation sur l'organisation contemporaine du monde des images et le type de réception, voire de perception et de pensée qui en résulte. Commençons par explorer comment s'articulent les aspects intégratifs et morcelants. J'ai déjà évoqué l'idée de densité que souhaitait l'artiste. Densité qui apparaît notamment par les divers surgissements vidéo. Des fenêtres se croisent, s'empilent, forment des polarités 2 à 2, un corps à 5 sources, change d'échelle, etc. La densité est redoublée par le flot verbal rapide du slammer new-yorkais Akwete Oraka Tete, qui énumère, parallèlement aux images, diverses descriptions mythologiques et scientifiques, comme par exemple la création du monde. Mais les combinaisons denses d'images semblent avoir tout autant des effets de morcellement, de fragmentation, que d'association d'éléments. En d'autres termes, elles rejouent la fragmentation autant qu'elles ne la récusent. La densité est alors morcelante par la trop grande quantité d'informations présentées en peu de temps et intégrative par la tentative de saisie globale. Si l'on examine cette vidéo de plus près,
on constate que les modalités de composition sont très variées. Certes, la coprésence classique d'éléments 2 à 2 s'y produit, comme par exemple ici, où on voit deux fenêtres d'écran d'ordinateur qui comportent chacune un livre ouvert, où l'une montre un tableau et l'autre des peintures corporelles. Mais bien d'autres articulations peuvent y être observées. Il semble alors que ce travail montre un monde des images où la coprésence est multiple, où le nombre des éléments apparaissant simultanément est très important. Et le monde des images reflétées apparaît alors tout autant assez défini, clair, par la netteté des images, leur délimitation visible, que complexe et brouillé par la quantité des éléments montrés et le nombre de combinaisons explorées. En outre, cette vidéo paraît relever d'une réception assez particulière, qui est particulière à cette combinatoire. En effet, la réception de grosse fatigue se fait avec une attention sollicitée par plusieurs éléments simultanément. Elle incite donc à la division au niveau de la perception, de la réception, pardon. Mais comme on le sait, la réception ne peut saisir qu'un élément à la fois. Dans ces conditions, il semblerait que la vidéo fasse appel à ce que la physiologie dénomme la vision périphérique. Cette science décrit la vision humaine comme séparée en deux parties. La vision fovéale, qui est centrale, occupe une faible partie du champ visuel, mais elle est très définie et en couleur. La vision périphérique couvre une très large zone, mais présente les éléments d'une manière très peu définie et en noir et blanc. Dans la vidéo de Camille Henrot, le récepteur serait encouragé à intervertir de manière incessante la vision fovéale et périphérique pour ne rien manquer, pour tenter une saisie complète. En d'autres termes, le centre deviendrait sans cesse la périphérie pour redevenir le centre, et ce, dans un manège sans fin. Si on poursuit cette analogie, on remarque également que la vision périphérique est une vision à laquelle l'homme porte plus particulièrement attention quand il est en danger. Car elle est plus sensible, la vision, aux mouvements et aux variations lumineuses, c'est-à-dire aux changements de situation. Sous cet angle, par l'alternance incessante du centre et de la périphérie, par une focalisation paradoxale sur les bordures, ce type d'attention serait alors à rapprocher d'un état d'alerte. Autrement dit, ici, le public serait encouragé à maintenir son attention autant que possible sur l'ensemble des éléments, à en fixer un et à surveiller les autres, ou plutôt à n'en fixer aucun et à les surveiller tous. Le modèle polyfocal serait alors le modèle contemporain de la réception, et celui de l'attention serait de l'ordre de la surveillance. Cet état d'alerte, cette surveillance permanente, ou encore cette veille des flux, entraîne aussi une grosse fatigue. Par ailleurs, on pourrait s'interroger sur la différence de cette vidéo avec la simple utilisation d'un ordinateur. Hormis l'évidence du contenu et des articulations qui sont propres à l'artiste, il paraît important de remarquer que l'itinéraire de navigation est imposé au récepteur. Et cet itinéraire, mimant l'utilisation d'un ordinateur, n'en a que l'apparence, car une telle circulation est bien trop intense et rapide. Et ce serait alors une circulation synthétisée, faite par quelqu'un d'autre et proposée au public. Aussi, la difficulté de suivre ce flux produit par quelqu'un d'autre permet de s'interroger sur la perception modelée par ce type de réception. Devient-elle également diffuse ? Est-elle une tentative d'appréhension simultanée de l'ensemble ? Sous cet angle, la pensée correspondrait-elle à une sorte de cohabitation simultanée d'une multitude d'éléments ? La pensée serait-elle organisée comme une composition ? Dans tous les cas, cette vidéo permet d'interroger la navigation sur Internet à l'aide de l'interface de l'ordinateur, considérée comme une composition vidéo. L'évocation est assez forte car elle rappelle le tableau de bord qu'évoquait Françoise Parfait. Et chacun effectue sans cesse ce type d'organisation des éléments sans en avoir effectivement conscience. Ainsi, la composition serait peut-être à considérer
comme le mode de pensée de l'époque d'Internet. Voici donc esquissées quelques pistes qui ont été déployées dans mon travail de recherche pour interroger le rapport entre corps et image sous le prisme du potentiel d'oscillation ouvrante de la vidéo. On a vu que l'oscillation entre surface et épaisseur permettait de déployer divers rêves de corps, un type de rapport au corps particulier, un rêve de rapport au corps particulier, et on a vu que l'oscillation sens-non-sens permettait de révéler un rapport ambivalent au corps représenté. On a aussi vu que l'oscillation entre le mosaïqué et l'intégré permettait d'interroger l'influence du monde des images sur la cognition. De nombreuses autres pistes ont été explorées dans mon travail de thèse, vous vous en doutez. J'ai notamment appréhendé, avant l'étude de l'oscillation ouvrante, diverses modalités d'influence de l'image. Je vais vous donner un bref aperçu de quelques pistes que j'ai explorées, d'autres pistes. Donc, en interrogeant l'influence des images, j'en ai conclu que l'humain était peuplé d'images. J'entends par là que les images participent à la structuration de la perception, qu'elles concurrencent les souvenirs, qu'elles concourent aux formes de l'élaboration mentale. Mais malgré cela, j'ai aussi remarqué que le rapport aux images pouvait être assez varié, d'un rapport assez, on va dire, passif à un rapport plutôt actif. Et donc j'ai fait une sorte d'échelle dans un rapport d'utilisation en passant par l'interaction jusqu'à l'expérimentation des images. J'aimerais aussi parler encore un peu de l'oscillation des liaisons du corps avec le décor. Et il y avait des sous-ensembles dont je n'ai pas parlé, comme l'incrustation, où j'ai joué entre la notion d'inscription dans un décor d'un personnage, et en même temps la traversée du décor par le personnage, grâce à l'incrustation. Ça m'a permis de déployer une sorte de position d'extraterritorialité, comme si l'homme contemporain était dans une sorte de flottement, pour le dire vite. J'ai aussi développé des questions autour du remontage vidéo, qui est une pratique très courante aujourd'hui, et qui joue justement sur la liaison et la déliaison d'éléments audiovisuels. Ça m'a permis de déployer, entre autres, que la réarticulation d'éléments pouvait permettre de produire une trajectoire plus subjective dans le monde des images. Et enfin, en combinant l'incrustation et la question du compositing, j'ai pu proposer que l'homme était incrusté au monde et le pensait en compositing. Voilà. J'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention.